le 6 mars 2020 avec l'apparition du premier cas lié au coronavirus, le Togo et sa société dans toute sa globalité s'est lancée dans un processus de riposte contre cette maladie. La société togolaise s'est lancée également dans cette lutte et n'est pas restée indifférente à tout ce que fait le gouvernement togolais. Plusieurs activités dans ce cadre ont été initiées par ces organisations de la société civile dans la lutte contre le coronavirus. Instant Covid-19 sur la radio web Djeno, disponible sur le www.radio.djeno.info, s'intéresse à l'apport de la société civile togolaise dans la riposte contre le coronavirus. Nous recevons à cet effet M. Kola Mazama Esso, coordonnateur du programme ou bien de la plateforme de la société civile pour la vaccination pour Civil Togo. Il est également facilitateur du groupe de travail des organisations de la société civile pour les organisations du développement durable. Monsieur Kola, bonsoir. Bonsoir. Comment vous portez? Très bien, très bien. Et M. Kola partagera ce plateau avec celui-là, peut-être qu'on va vous présenter pour vous, chers auditeurs. Il s'agit du docteur Serge Michel Kodom, médecin de santé publique et directeur exécutif d'EMS Afrique. Docteur Kodom, bonjour. Bonjour. Comment vous portez? Bien, merci. Voilà, chacun aura plus son masque, histoire de se protéger dans ce studio. Et la technique est assurée par Rémi Mbati. Micro-représentation, c'est Elie Eric Atito. Et tout de suite, je vous disais que nous allons recevoir les gens de la société civile. C'est une plateforme, un groupe de travail de la société civile togolaise. Que font-ils exactement dans la riposte contre le coronavirus? Comment ils arrivent à accompagner l'État togolais dans cette riposte contre cette maladie qui n'épargne personne? Alors, pourquoi s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus? Monsieur Kola, vous êtes le facilitateur de cette plateforme, bien de ce groupe de travail. Dites-nous, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous impliquer dans cette lutte contre le coronavirus? Merci beaucoup, monsieur Elie. Vous savez, comme on l'a dit, nous sommes un groupe de travail sur les ODD et les objectifs de développement durable n'épargnent pas la santé. Nous avons l'objectif 3 qui est très bien braqué sur la santé. Et donc, si le Covid-19 menace les ODD, c'est que la santé n'est pas exempte de ça. Et donc, depuis le 6 mars qu'on a notre premier cas, la société civile n'est pas restée. Donc, nous faisons à la fois le rôle d'informateur, le rôle de veille, parce qu'il faut informer, mais il faut aussi veiller pour s'assurer que ce que l'État est en train de faire sur le terrain apporte vraiment quelque chose de plus, ou bien permet d'éviter vraiment le coronavirus. C'est pour ça que nous sommes là, nous sommes comme des messagers. La société civile est dans son rôle de veilleur et surtout de sensibilisateur des communautés à la base. Voilà, docteur Serge Michel Kodom, vous êtes également membre de ce groupe de travail. En tant que médecin, quel apport vous avez sur le terrain? Alors, merci. Je pense que nos activités au niveau de notre organisation M-Afrique sont une continuité de la mise en œuvre de nos axes stratégiques tels que nous les menons depuis bientôt 3 voire 4 ans. Et donc, la venue surprise du Covid-19 dans l'exercice de la médecine aujourd'hui a, c'est vrai, considérablement bouleversé les choses, mais nous, étant sur le volet sensibilisation à travers les médias à l'intérieur du pays, les médias à Lomé, nous sommes vraiment à l'aise parce que nous avons initié pendant longtemps des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations dans le cadre de la promotion de l'éducation pour la santé. Donc, qui parle de promotion de l'éducation pour la santé, c'est comment passer les messages de santé publique pour que la population ait l'information qu'il faut, s'approprie cette information et applique les recommandations contenues dans ces informations pour pouvoir changer leur comportement au quotidien, pour promouvoir leur bon état de santé. Donc, le Covid-19 aujourd'hui, nous continuons d'écouter, voilà les modes de transmission, voilà comment vous devez faire pour éviter, voilà les recommandations, ou du moins la position du gouvernement par rapport à la lutte, par rapport à la riposte contre le Covid-19. Écoutez, respectez ces dispositions et vous serez épargné donc du coronavirus.
Voilà un peu le rôle que joue EMSA Afrique en collaboration avec les autres membres de la société. C'est un peu ça le rôle de EMSA Afrique. Mais quand on prend ce groupe de travail des OSC pour les ODD, généralement, c'est quoi votre attribution? Pourquoi est-ce que vous êtes regroupés ici? Quelles sont vos attributions? Non, en fait, vous savez, les organisations de la société civile, pour être plus efficaces, doivent se mettre vraiment en chaîne parce que chacun intervient dans plusieurs domaines. Et donc, pour mettre ensemble, puisque la vie concerne que la vie est unique, c'est elle qui coupe de l'ensemble. Que ce soit si le bien-être social n'est pas très bien, même la santé n'ira pas. C'est comme la tête ne va pas, même si ce n'est pas le corps qui va aller mieux. Donc, ça veut dire que nous mettons ensemble pour mieux pouvoir mettre ensemble nos efforts et pouvoir être sûr de pouvoir apporter le bien-être qu'il faut. Vous savez, avant même d'être membre du groupe de travail, je coordonne une plateforme qui travaille sur les questions de vaccination. Vous savez que cette plateforme, elle a été voulue parce qu'on a trop de rumeurs sur la vaccination au pays. Justement, sur les rumeurs sur la vaccination, nous allons revenir au cours de cette émission. Et puis, vous savez, le coronavirus est encore venu accentuer ces rumeurs-là, parce que beaucoup de choses ont été entendues depuis que le coronavirus a apparu de parti par là. Et donc, nous travaillons tous les jours pour vraiment améliorer la compréhension, apporter la bonne information à la communauté pour que les gens ne puissent pas vraiment croire à n'importe quoi. La bonne information à la communauté, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, Forest Zingbe, depuis son discours du 1er avril, a pris des décisions, des mesures. Alors, Serge Michel Kodom, dites-nous, avec cette mise en place de la coordination nationale annoncée par le chef de l'État dans son discours, quelle place occupe aujourd'hui la coordination dans laquelle vous êtes parti? Est-ce que vous êtes avec cette plateforme du président, la coordination du président de la République, votre plateforme, est-ce que vous êtes contacté? Est-ce que vous en faites partie? Dites-nous un peu plus. Alors, ce qu'il faut préciser d'emblée au cours de cette émission, c'est que nous avons émis quelques idées pour nous mettre ensemble au niveau de la société civile, étant acteurs du développement et connaissant quelquefois très bien le terrain, ça il faut le dire. Nous sommes dit, mon ami M. Kola l'a dit, en étant dispersés, on ne peut ne pas capitaliser ces actions et mettre ça en avant pour le bien de la communauté et surtout présenter le travail qui est fait aussi aux premiers responsables, à la cellule de coordination, parce que cette cellule de coordination, je vais vous le dire, a un rôle spécifique très clair, c'est qu'il ne faut pas aller en rang dispersé, il faut que l'État puisse suivre, parce que c'est une pandémie, il faut maîtriser les données sur le terrain, et donc la coordination, la structure de coordination, c'est pour justement canaliser toutes ces forces qui agissent dans le cadre de la réponse contre le Covid-19. Donc, on ne peut pas aujourd'hui interdire à la société civile d'agir. Nous étions sur le terrain avant que le Covid ne s'invite sur notre terrain. Maintenant, il faut attaquer ce virus-là et le bouter hors de notre terrain parce que pour nous, il faut assurer le développement à la base. Il faut donc être présent pour relever le niveau de connaissance de la population en termes de santé. Donc, le virus qui s'invite, il faut le bouter. Mais il est tellement méchant, virulent, dangereux que le gouvernement a pris les taureaux par les cornes en disant que, écoutez, nous allons essayer d'aller ensemble à travers une coordination qui dicte les grandes orientations. Donc nous dépendons aujourd'hui de cette coordination de façon informelle, c'est-à-dire moi j'agis sur le terrain, je n'ai pas demandé l'autorisation de la coordination avant d'agir sur le terrain, mais nous prenons en compte les directives de la coordination et nous implémentons donc les actions sur le terrain. Pour revenir sur votre question spécifique, personnellement, Dr Kodom n'est pas dans la coordination du colonel docteur professeur Djibril, mais nous suivons les recommandations et les orientations de la structure de coordination qui a plus ou moins défini les grandes lignes, quitte à ce que nous, étant acteurs de la société civile, de nous ranger dans les actions qui nous semblent faciles et apporter notre contribution également dans la lutte contre le Covid-19. Instant Covid-19 sur le www.radio.gena.info reçoit M. Kola, qui est du POSVI et coordonnateur facilitateur du groupe de travail des organisations de la société civile pour le développement, les objectifs du développement durable, ainsi que le docteur Michel Kodom, Serge, qui est directeur exécutif de EMSA Afrique, médecin public. Alors, le docteur dit
disait tout de suite que c'est Covid-19 qui s'est invité sur votre terrain. Vous qui êtes acteur de la société civile, vous êtes sur le terrain bien avant l'arrivée de cette maladie. Il y a eu cette coordination également du gouvernement, mais quelle place vous pensez que vous, au niveau de la société civile, ou bien quel rôle vous pensez qu'au niveau de la société civile, vous pouvez jouer au sein de la coordination étatique? Nous sommes incontournables, parce que aujourd'hui, on ne peut réussir, on ne peut pas goûter, comme l'a dit le docteur, on ne peut pas goûter ce virus-là hors de nos frontières si on n'apporte pas la bonne information à la communauté. Parce que vous avez vu dans les pays développés, les gens, ils ont des systèmes de santé très performants, ils ont tout ce qu'il fallait, mais quand les gens ont décidé de faire à leur tête, on a vu ce que ça a donné. Et donc, ça veut dire que pour qu'on puisse gagner cette guerre, il faut qu'on se mette ensemble. C'est-à-dire que nous qui sensibilisons, nous qui veillons à la base, il faudrait qu'on ait la bonne information. C'est pour ça que je suis d'accord avec le docteur qui dit on n'a pas besoin qu'on nous invite d'abord dans une coordination. Parce que nous étions là, déjà sur le terrain, on travaillait. Et donc, à partir de ce moment-là, le plus important pour nous, c'est de considérer les directives et les mesures qui sont là pour pouvoir aider la communauté à les appliquer. Et c'est ce qu'on fait. Et quand on pense que les mesures ne donnent pas vraiment le résultat qu'il faut, on fait la remontée des données. C'est-à-dire que l'information remonte pour que celui qui décide puisse savoir que ça ne va pas. C'est justement pour ça que vous allez voir il y a 2 semaines, nous avons sorti une déclaration dans laquelle nous avons fait un certain nombre d'observations. C'est des suggestions qu'on fait à l'État, au gouvernement, pour qu'ils puissent prendre en compte. Aujourd'hui, je suis de tête au domaine celui qui combat beaucoup plus ce que je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'a jamais été d'accord qu'on n'a pas pu rendre obligatoire le port du masque. Et je suis d'accord avec lui, j'ai toujours dit ça. Il faut nécessairement que le port du masque soit obligatoire. Seulement qu'il faut aussi prendre des dispositions pour que ce masque-là soit disponible. Et comme ça, c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on a, à part laver les mains, tout ça là, parce que nous savons aussi nos problèmes. Il y a des coins dans ce pays où il n'y a pas d'eau. Tu vas dire laver les mains, on va te dire non, bon, je vais vraiment laver les mains, mais bon. Je dois boire de l'eau d'abord, je préfère boire de l'eau que de boire d'abord. Donc, il faut nécessairement qu'on puisse trouver des moyens. Il faut que l'État, le gouvernement mette tout en place pour que ce masque-là soit en santé. Parce que avant-hier, j'ai vu qu'il y a un comité gouvernemental qui exige tout le monde. Et faire en sorte que ça soit disponible pour qu'on puisse le faire. Et c'est ce qu'on dit aux communautés à la base. Respect strict des mesures prises par le gouvernement. Ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour notre bien. Voilà. D'aucuns pensent que les mesures gouvernementales sont insuffisantes parce qu'on pense parfois que le gouvernement togolais n'agit pas assez. Vous, qui êtes médecin de santé publique, vous qui êtes sur le terrain depuis, vous connaissez l'état de santé, les systèmes de santé du Togo. Aujourd'hui, quelle analyse vous faites exactement de la gestion de cette pandémie par le gouvernement togolais, Dr Serge Michel Kone? Merci, c'est une question qui m'intéresse. Vous savez, on peut être d'accord avec son mari, sa femme, sa mère, son père, mais un jour, une décision prise par ta femme, ton père, ta mère, peut t'amener à la réflexion et être en désaccord, ou du moins faire des suggestions que ce dernier doit prendre à pied. Parce que, je vous ai dit, nous n'entendons pas forcément qu'on nous invite au niveau de la coordination pour apporter notre pierre à la construction de ce pays. Ça, c'est ceux qui cherchent les places qui défendent cette cause. Nous, on peut être loin et sensibiliser, remonter les informations, à venir au rendez-vous sur les médias lorsqu'on nous invite. On n'a pas demandé l'autorisation à notre ministre avant de venir ici. On le vient parce que vous êtes un acteur de développement et ce que vous faites est crédible. On peut venir ici, partager notre opinion et que le grand public ait l'information. Pour revenir à votre question, pour notre part, c'est le lieu de féliciter les actions gouvernementales parce que ce n'est pas du tout facile. La psychose liée au coronavirus est terrible. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé en France, aux États-Unis, en Italie, les gouvernements qui font des déclarations et qui reviennent là-dessus après, vous voyez, je préfère encore l'attitude du gouvernement togolais qui est une attitude un peu lente, c'est-à-dire prudente. Parce que la sagesse aussi devant le Covid-19, c'est qu'il faut être prudent. Donc, les actions du gouvernement ne sont pas fortes,
Mais pour moi, je dis c'est une attitude de prudence parce que certains ont fait des déclarations fortes et ces déclarations sont retournées contre eux. Je donne l'exemple du port des masques en France. On nous a dit que le port des masques n'est pas utile, que le grand public n'a pas besoin de masques. Ça, le président l'a dit, que c'est pour les médecins, ceux qui sont malades, mais un mois après, on voit qu'ils ont changé de veste. Donc vous comprenez que pour le gouvernement togolais, c'est d'observer, c'est d'aller graduellement. Et pour nous, acteurs de la société civile, on dit que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a certaines évidences. Depuis un mois, nous, M. Kola l'a dit, nous étions de ceux-là qui disions déjà que les masques, compte tenu du mode, du mécanisme de transmission du virus, il vaut mieux se protéger parce que c'est le bon sens. Il y a sur les réseaux sociaux un message qu'on vous attribue à tort ou à travers, je ne saurais le dire, vous allez le confirmer. Vous vous dites en Chine, on ne verra personne dehors avec sans masque, ouais. Et vous exigiez qu'on le fasse. Exactement, ça je l'avais dit depuis le 18 mars dernier. J'ai dit, encore, il y avait les gens, j'ai dit, oubliez les Français. Oui. Je n'ai pas vu un seul Chinois dans la rue sans les masques. Donc je vous recommande de porter les masques. Ça fait déjà un mois. Parce que pour moi, c'est le bon sens. Lorsqu'on voit le mode de contamination, on se dit, mais si je suis infecté, vous ne le saurez pas parce qu'il y a les porteurs asymptomatiques. C'est-à-dire les malades et les gens qui ont le virus, mais qui sont en bonne santé comme vous et moi. Comment vais-je savoir que vous êtes infecté? Donc, l'idéal serait que vous vous protégez. Je me protège là. Lorsque vous expulsez par l'effort de toux ou d'éternuement ou même de paroles, que vous atténuez la sortie donc de ces virus-là à travers les tablettes ou bien les masques que vous portez. Pour moi, c'est une logique. Maintenant, ne pas le dire de façon vigoureuse et directe. Moi, je ne sais pas pourquoi le gouvernement opte trop pour la prudence, mais pour nous, étant acteurs de la société civile, connaissant l'activité que M. Kola fait sur le terrain, connaissant la réticence quelquefois de la communauté à suivre vite les recommandations, pour nous, il vaut mieux être clair, expliquer dès le début pour que justement les gens ne viennent pas. Mais pourquoi c'est les médecins d'abord qu'il fallait protéger et maintenant, après 2 semaines, 3 semaines, vous dites qu'il faut généraliser le port du masque. Donc, pour nous, c'est le rôle aussi de la société civile d'aider le gouvernement. Ils ont dit, mais nous sommes là en disant que, allez, c'est pas grave, mettez 48 heures de retard, mais n'allez pas jusqu'à 1 semaine de retard. Vous voyez, c'est ce que la population veut. La population veut des orientations claires. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le port des masques. Mais ceci dit, il y a d'autres mesures. Lorsque vous voyez la gestion qui a été faite sur l'arrivée des voyageurs, déjà que le 16 mars, le bruit courait et on a décidé que voilà, il y a un risque pour l'importation de la maladie. Pour nous, mais il faut, on veut mobiliser 400 milliards aujourd'hui. Il fallait mobiliser juste 10 milliards pour traquer le virus. Nous qui étions, moi j'étais en Suisse. Je suis revenu le 17 mars sur le vol de Air France. Mais sur notre vol, il y a 2 personnes qui étaient contaminées. Mais je vous dis, moi j'avais mon masque depuis Genève. Mais dans le vol, il y avait à peine un quart des passagers qui avaient leur masque. Moi j'étais scandalisé. Mais lorsque nous quittions Genève, il y avait à peine 3000 contaminés. Mais aujourd'hui, la fréquence est d'environ 1000 contaminations par jour. Ils sont autour de 35 000 contaminations déjà. Parce que justement, les gens étaient un peu laxistes. Mais nous disons en Afrique, vu le plateau technique que nous avons, il n'y a pas un seul moment lieu de nous laisser au laxisme. Parce que nous serons foutus. Donc déjà, le gouvernement a pris des mesures en disant, voilà, allez vous faire auto-isoler. Oui. C'est une mesure, mais elle n'est pas forte. Est-ce que ça a été suivi? C'est ce que j'allais en venir, c'est une mesure. C'est pour dire qu'écoutez, on vous fait confiance, vous êtes des responsables, vous savez que vous venez de l'Europe, ça tue déjà là-bas, et rentrez chez vous, mais restez confinés dans votre propre maison, respectez ça. Ça, c'est la bonne parole, c'est l'évangile, ça. Mais entre ce qui est prêché à l'église et ce qui se passe dans les maisons, et ce que mettent en pratique les fidèles, c'est Dieu seul qui sait. Il y a une grosse vallée. Il y a une grosse vallée. Et c'est là que nous disons que le gouvernement a quand même pris une mesure, mais elle n'est pas forte. J'aurais bien voulu qu'on réquisitionne en ce moment-là l'hôtel Sarakawa, l'hôtel Ibis, 5 hôtels comme ça, qu'on nous envoie là, qu'on nous nourrisse, qu'on mange bien, qu'on prenne même un peu de poids, qu'on fasse même le sport, qu'on nous
amène à nous isoler complètement, à nous mettre en quarantaine, comme on le dit, l'expression quarantaine, et qu'après ça, on sait qu'on n'a pas ramené le virus dans la population. Pour moi, c'était ça, parce que mon frère qui est à Paratao, à son côté là-bas, n'a jamais vu un avion, n'a même pas de passeport. Il ne faut pas que le coronavirus vienne le toucher à Paratao. Voilà, c'était la gestion une gestion assez prudente, mais qui ne satisfait pas totalement le docteur Serge Michel Kodor. Monsieur Kola, vous évoquiez il y a un temps soit peu cette question de plateforme et puis de déclaration que vous avez eu à faire. Dites-nous, qu'est-ce qui est contenu dans votre déclaration concrètement? Bon, on a juste fait une analyse de la mise en œuvre des mesures. Nous avons, par exemple, quand on parle de port obligatoire de masque, ça fait partie des observations qu'on a faites. Même l'implication, c'est vrai qu'on dit, on n'a pas besoin qu'on nous appelle, on peut commencer à nous appeler, mais il faut impliquer, quand on dit impliquer la société civile, c'est faire en sorte qu'ils aient les moyens de travailler sur le terrain, de pouvoir passer l'information. Aujourd'hui, la société civile, chacun se débrouille comme il peut. Alors qu'on pouvait s'organiser de sorte que la société civile au niveau opérationnel ait beaucoup plus de moyens pour permettre qu'il n'y ait pas de contamination à la base. Et comme ça, ça permet que le peu qu'on a aujourd'hui, qu'on puisse vraiment circonscrire ce peu-là et le gérer et s'en sortir. Vous voyez, aujourd'hui, je dis, nous avons beaucoup de chance. On a beaucoup de gens qui guérissent tous les jours. L'autre chose aussi que je dis, c'est on parle souvent d'infection. Au moins, il faut aussi parler aussi, peut-être faire témoigner certains qui sont guéris pour permettre aux gens de ne pas que cette psychose-là passe un peu. Vous voyez, donc il y a ça. Est-ce que vous ne pouvez pas regarder aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a la statistique que met le gouvernement à chaque jour. Est-ce qu'on va plus s'attarder sur le nombre d'infectés que sur le nombre de guéris aujourd'hui qui est sans cesse croissant? Oui, mais quand vous ne communiquez pas suffisamment, là où l'information n'y est pas, c'est là le mec qui court. C'est ça le vrai problème. Parce que quand il n'y a pas l'officiel qui se prononce, c'est que l'officier peut prendre le chemin et puis c'est lui qui donne les informations. Et malheureusement, c'est des informations. On comme ça très vite. Très vite. Parce que dans nos communautés, il n'y a pas d'autre chose que ça. Parce que les gens, ils reviennent de leur champ, ils sont à la maison. Tout ce que la radio dit, tout ce que quelqu'un a raconté, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Tout à l'heure, on fait une audio, on envoie, puis tout à l'heure, ça fait le tour du monde. Et puis, bon, tout le monde groupe ça et dit non, c'est la vraie information. Et donc, c'est ce genre de choses sur lesquelles on a réfléchi et on a demandé, on a suggéré au gouvernement de pouvoir améliorer au-delà par exemple, aujourd'hui, nous sommes à la maison, beaucoup de gens sont à la maison. On doit continuer par travailler, parce que le pays doit évoluer. Même si on est en période de pandémie, il faut que ça évolue. Nous n'avons pas la connaissance suffisante pour travailler à la maison. On pourrait faire du télétravail. S'il y avait un accompagnement en termes de connexion, Internet, pourquoi pas? Peut-être même qu'on n'aurait pas besoin de venir jusqu'ici. On pouvait faire notre émission. Lui étant dans son bureau, ou bien vous êtes peut-être sur le terrain. Et on a vraiment des exemples palpables qu'on peut partager pour permettre aux gens de comprendre pourquoi on crie qu'il y a vraiment danger à la demeure. Donc, c'est ça un peu. Alors Serge, quand on écoute votre analyse et son analyse, certes le gouvernement a pris des décisions, mais elles sont insuffisantes. D'où ma question à vous, en quoi vous pensez que la société civile et le gouvernement doivent-ils se mettre ensemble pour entreprendre? Oui, vous savez, dans ce genre de crise sanitaire, je l'ai dit, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Si vous voyez aujourd'hui les Européens, les Américains montrer les hôpitaux où il y a des cadavres, il y a des cercueils, et qu'on va les enterrer dans les fosses communes, c'est qu'ils sont débordés et veulent que l'opinion internationale, l'opinion nationale dans leur pays respectif prenne conscience de la gravité de la chose. Donc pour nous aujourd'hui, il faut que le gouvernement comprenne qu'il travaille pour un peuple et entre le peuple et eux dirigeants, il y a des acteurs qui étaient sur le terrain, qui ont une légitimité et qu'il faut les utiliser pour rendre efficaces leurs décisions. C'est tout simple. C'est-à-dire aujourd'hui le gouvernement doit identifier quels sont les acteurs sur le terrain. On connaît ce que la plateforme de la vaccination a fait, c'est de réunir rapidement tous ces acteurs de santé qu'on connaît dans les régions. On peut retrouver au moins 200. On n'a pas besoin de nous retrouver 200, mais faire une conférence. Voilà, connectez-vous, voilà les orientations. Le département de riposte, la cellule de coordination fait une réunion comme ça. Et puis,
nous sommes dans une dynamique de soutenir les efforts du gouvernement, de ne même pas chercher la bête sur la tête, le pouls sur la tête de quelqu'un, parce que l'heure est tellement grave qu'il faut taire les insuffisances et faire juste des propositions. Il ne faut pas chercher pourquoi il n'a pas bien fait, parce que même Donald Trump s'est trompé, Macron s'est trompé, donc ça nous permet de dire soyons prudents, soyons beaucoup plus positifs en soutenant plutôt les efforts qui sont faits. Donc dans mes propos, je dis effectivement qu'il y a des insuffisances. Je veux seulement qu'on m'appelle pour dire, mais docteur, donc finalement, dites-nous, donnez-nous quelques pistes. Alors, ce qui m'amène à vous poser justement cette question, quel mécanisme faut-il concevoir au sein de la société civile pour la lutte contre le coronavirus, pour mettre efficacement en œuvre les actions en cours? Et c'est ce que mon ami, mon frère Kola a dit. Vous savez, la plateforme, elle est plurielle. Non, pardon, la société civile est plurielle. La société civile même, c'est vraiment l'expression plurielle de la pensée collective. C'est-à-dire, je pense quelque chose, je trouve 3 personnes, je crée l'association, je vais au ministère, on me donne le récépissé. J'ai une idée, je reste dans mon coin, je réfléchis, je me lève, je vais au ministère, je fais les statuts, 3 pages, je vais, on me donne le récépissé. Non, c'est vraiment le lieu où chacun peut s'exprimer. Mais ceci dit, devant une pandémie, il faut canaliser. C'est pour cela qu'il faut saluer la cellule de coordination. Et nous, qui sommes conscients que nous sommes pluriels, nous devons faire l'effort maintenant devant cette crise où ça discime les gens de nous unir. Parce que lorsqu'on est unis, on est plus fort. Lorsqu'on est unis, on est plus fort. Donc, en nous unissant, il y a déjà les plateformes connues. Il y a la plateforme des ODD. Il y a la plateforme UONTOS, Union des ONG du Togo. Il y a la FONTO, la Fédération des ONG du Togo. Il y a les FNR, c'est-à-dire c'est les fédérations régionales des ONG, des OSC au Togo. Donc toutes ces fêtières, nous avons essayé d'imaginer un mécanisme par lequel toutes ces fêtières n'ont qu'à se retrouver. Voilà, nous sommes en danger. Il y a un ennemi commun au genre humain aujourd'hui qui est dans notre cité, qu'on appelle le coronavirus, qui peut tuer à tout moment. Il est invisible, mais les gars, venez, on se retrouve rapidement pour réfléchir, pour sortir les grandes lignes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour que justement, en une seule voix, mon ami Kola, qui dirige le groupe de travail ODD, puisse fusionner cette proposition avec les propositions de Lyonto, de Fonto, des autres fêtières, pour qu'on ait un document commun où nous avons fait un travail de synthèse au préalable. On se met d'accord parce que nous devons aller à cette guerre en rang serré. Parce que la bataille, on le sait, ça se passera dans les hôpitaux, mais en amont, nous avons besoin de la logistique. La logistique en stratégie de guerre, c'est que chacun doit amener à travers des mécanismes bien établis qui amènent l'essence, qui amènent les balles, qui amènent les chars, et c'est on doit planifier tout ça pour que justement les organisations de la société sachent que nous allons prendre les informations du gouvernement, nous devons aller dans les quartiers pour sensibiliser. Nous allons prendre les informations du gouvernement, nous allons aller sur les radios pour parler. Imaginez, il y a environ une trentaine de radios à Lomé. Que ce soir-là, nous tous, 30 ou 40, qu'on aille sur les médias, qu'on sensibilise, mais ça va être la force du gouvernement togolais de savoir qu'il a des hommes capables, il a des hommes en qui il peut faire confiance pour aller passer l'information sur le terrain et l'information avec la manière. Parce qu'il ne faut pas prendre aussi des gens qui ne sont même pas inspirés, qui n'ont même pas l'habitude d'aller sur les médias. Parce que ça aussi, c'est un art. C'est un art. On a vu des médecins sur les médias, la télé, qui ne savaient même pas ce que c'est qu'un virus, tout simplement parce que lorsqu'ils voient les projecteurs de lumière, ils perdent les micros, ils perdent le contrôle. Ça aussi, il ne faut pas prendre des gens comme ça pour les mettre en difficulté. Donc, il faut aider, il faut canaliser, il faut protéger tout le monde et c'est ce que nous essayons de faire. Serge Michel Kodom, à l'instant dans Instant Covid-19 sur le www.radio.gena.info. Il n'est pas seul, il est avec M. Kola qui est facilitateur du groupe de travail de l'organisation de la société civile pour les objectifs des objectifs de développement durable. Voilà, je suis arrivé. Alors, avec ces récents développements, est-ce qu'il y a aujourd'hui des mesures additionnelles que les OSC et l'État ainsi que les autres partenaires doivent prendre ensemble pour lutter efficacement contre ce Covid-19? Nous l'avons déjà dit. D'abord, je commence par ce que Michel a dit tout à l'heure. Il faut vraiment que le gouvernement fasse confiance aux acteurs à la base. Il faut vraiment que le gouvernement utilise ces acteurs-là qui sont des intermédiaires depuis des années. Nous sommes les mieux placés auprès des communautés. La société civile a toujours joué sur nous, ce n'est pas aujourd'hui. Elle est là depuis et elle sait
c'est-à-dire que de repères, en même temps, d'informateurs au niveau de la communauté. Et souvent, quand vous ne passez pas par eux, l'information ne passe pas. Parce que les gens, comme il a dit, pour que les gens puissent avoir confiance, il faut que ça passe par eux. Parce que c'est eux qu'on connaît. Depuis à la base, c'est eux qu'on connaît. Donc, il faut vraiment qu'on aille là. Maintenant, moi, l'objectif ou bien la mesure phare que je ne continue pas à défendre, que celle que mon collègue défend, c'est qu'il faut rendre obligatoire le port de masque. De même qu'on a sensibilisé les gens se laver régulièrement les mains. Comme ça, quand on ira commencer par sensibiliser, on a déjà commencé, mais quand on va accentuer la sensibilisation sur les mesures barrières, tout ça là, les gestes barrières, tout ça, la veille de mai, tout ça là, ça pourra vraiment renforcer l'immunité. En tout cas, à l'entrée des locaux de Radio Djena, il est mis dans cette maison, le port de masque est obligatoire. Exactement, même si le journaliste même n'a pas de masque, oui. C'est obligatoire. Alors, je voulais moi préciser deux choses. Ouais. La première, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre sanitaire, même si c'est une crise sanitaire mondiale sans précédent. Il y a lieu d'utiliser le terme guerre pour montrer l'ampleur du danger. Parce que comme Macron l'a dit. 210 pays dans le monde, c'est la toute première fois, 210 pays menacés par un seul ennemi commun qui est le coronavirus. Et cet ennemi est invisible. Lorsque vous analysez, vous voyez où est-ce que la bataille va. Lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la bataille de Wahala. Aujourd'hui, la bataille là, c'est où? C'est dans les hôpitaux, c'est dans les cliniques, c'est dans les centres médico-sociaux, c'est dans les dispensaires et c'est dans les structures sanitaires dites sauvages. Parce que quelqu'un qui a. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. Et lorsque vous voyez les signes cliniques du Covid-19, les 3 premiers symptômes décrits, à savoir la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, c'est ce que nous avons sous nos tropiques. Lorsque vous avez un palu aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? C'est des maux de tête, la fièvre. Vous toussez, vous faites la diarrhée, on retrouve ça dans le coronavirus, dans le Covid-19. Lorsque vous avez une hépatite, lorsque vous avez une maladie parasitaire, vous toussez, vous faites les selles, vous faites la fièvre. Donc pour nous aujourd'hui, il faut analyser, il ne faut pas suivre les orientations tout bêtement, excusez-moi l'expression, mais je suis obligé d'utiliser ces mots directement. C'est qu'il ne faut pas suivre ce que les Européens, les Asiatiques ont claqué chez eux pour le reproduire ici. Ils ont fait parce que justement là-bas, il n'y a pas les cliniques sauvages. Ils ont pris certaines mesures parce qu'il n'y a pas de cabinet dans les quartiers où l'infirmier n'est même pas diplômé d'État. Le cabinet en question a refusé de se faire enregistrer par le ministère de la Santé. Pourquoi la population va dans ces centres? Pourquoi aujourd'hui ne pas trouver l'opportunité avec des raisons pour fermer ces structures? Parce qu'il faut éviter la contamination communautaire. Il faut faire en sorte que le traquage, et ça je veux le signaler, il faut féliciter l'équipe de dépistage. Moi, chaque fois que j'ai eu des cas, j'ai appelé en moins de 2 heures de temps, ils viennent faire le dépistage. Ça, il faut le dire, le féliciter, les encourager parce que c'est pas facile. Devant cette psychose, ils le font bien, il faut le dire. Là, moi, je dis, la chose qu'il faut faire rapidement, c'est de fermer toutes ces cliniques sauvages parce que lorsque quelqu'un a une fièvre dans le quartier, il va aller dans le cabinet là-bas, il va aller contaminer l'infirmière avec la pauvre qui est là-bas, qui n'a même pas de bavette. Bon, aujourd'hui, on a dit que les bavettes sont obligatoires. D'accord, mais les gants, est-ce que la personne a les gants? Est-ce que la personne sait comment prendre en charge une telle personne? Une telle personne. Ils ne le savent pas, il faut le dire. Il ne faut pas venir appeler le tigre un chat qui est méchant. C'est un tigre, c'est tigre, chat, c'est chat. Ils ne savent pas. Donc, pour nous, il faut faire en sorte que la communication aille là-bas parce qu'elle touche la population. Et c'est ça que nous demandons. Faire en sorte que nos populations soient analysées. Il faut qu'ils analysent. C'est la personne. Parce que nous connaissons les quartiers. Si les gens sont dans les 4x4, ils quittent, ils vont dans leur bureau, climatisés, les vitres sont fumées, ils n'ont pas la chance d'aller dans les quartiers. Nous savons ce qui se passe dans les quartiers. Les gens ont recours à cette médecine de quartier et il faut protéger ces personnes-là parce qu'ils sont dans une situation de grève. Deuxième chose, très rapidement, c'est que les médecins traditionnels, comme j'ai l'habitude de les appeler mes collègues de la pratique de la médecine traditionnelle, les praticiens de la médecine traditionnelle, ce sont nos collègues. Nous avons un seul document qui nous régit, c'est le Code de la santé publique du Togo. Le Code de la santé publique du Togo définit les règles et les mécanismes de collaboration entre la médecine conventionnelle dite moderne et la médecine traditionnelle. Aujourd'hui,
l'opinion, c'est que le coronavirus n'a pas de médicaments. On a beaucoup tergiversé avant d'avoir un protocole institué. C'est vrai. Mais l'opinion, c'est que les Blancs n'ont pas pu trouver une solution radicale à cette maladie. Et les médecins traditionnels sont ici. Les médecins traditionnels ne sont pas en Europe, ne sont pas en Asie comme ils sont ici. Donc il faut que dans nos stratégies de riposte, nous ayons à l'esprit de notre environnement. Nous évoluons dans quel environnement? Quels sont les acteurs sur le terrain? Et les études ont été montrées que 80% de la population du Grand Lomé avait recours à la médecine traditionnelle. Pas du Grand Lomé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, on ne peut pas aujourd'hui mettre en place un mécanisme de riposte, de lutte contre le Covid-19 en n'intégrant pas les médecins de la pratique de la médecine traditionnelle. Voilà, et pour finir, la dernière question, ça sera certainement pour vous. Vous êtes de la plateforme et du projet pour la vaccination dans le sein de la société civile. Il y a ce bruit de la vaccination qu'on nous dit de ne pas prendre, vous en avez une idée, contre le coronavirus, Bill Gates et ces histoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que bon, c'était une rumeur qui a été finalement dépassée, hein, parce que le directeur, disons le directeur général de l'OMS s'est exprimé là-dessus, clairement. Il a expliqué qu'il n'y avait même pas un vaccin pour le moment qui puisse être dit pour l'Afrique et pour quelqu'un. C'est ce que je vous disais tantôt. Lorsqu'il n'y a pas l'information, la bonne information, quelque part, la rumeur court. Et elle court très vite. C'est parce qu'aujourd'hui, comme je le disais au début, le coronavirus est venu accentuer les rumeurs. Parce que, comme il n'y a pas encore de produits, les gens disent non, on a trouvé le vaccin quelque part, tout ça là. Alors que nous, depuis longtemps, dans la vaccination, c'est ça on gère. La plateforme n'a qu'un seul objectif, c'est de mobilisation communautaire pour augmenter la demande des services de vaccination. Et dans cette mobilisation communautaire, c'est de faire en sorte que, c'est-à-dire que les gens puissent comprendre l'importance, le bien fondé des vaccins, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, on n'a pas encore de produits, comme il a dit. Si on arrive à prouver que la médecine traditionnelle a pu apporter quelque chose, c'est une bonne chose. Mais nos parents, nous-mêmes là, on a pris ces vaccins pour être là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant qu'on va dire non, ces vaccins ne sont pas là. Mais le vaccin contre le coronavirus, il n'y en a pas. L'OMS sait clairement il n'y a pas encore de vaccin contre le coronavirus, on ne va pas spéculer. Et comme l'a dit nos invités, le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son président, le chef de l'État Faure Gnassingbé, a pris des mesures pour lutter contre le coronavirus, des mesures prudentes, de façon prudente, estime le docteur Michel Kodom. Et cette mesure présente certainement des défaillances ou bien des déficits, voilà, des déficits qu'il va falloir combler. Et justement, le groupe de travail des organisations de la société civile du développement ou bien des objectifs du développement durable s'est prononcé là-dessus. Ils ont fait leurs propositions. Ils étaient dans Instant Covid-19 sur le www.radio.gena.info et nous allons vous dire merci, Serge Michel Kodom, merci de vous déplacer chez nous. Merci, c'est la première fois que je découvre votre studio. Félicitations et bon travail. Nous sommes là et nous serons toujours disponibles pour répondre à vos sollicitations. Merci, nous allons énormément vous solliciter parce que vous êtes celui-là qui veut le port des bavettes. Nous aimerions vous avoir pour parler des bavettes et quel genre de bavettes, quel genre de masque faut-il porter. On va caler tout de suite parce que je le dis et je prends les auditeurs à témoin. Voilà, monsieur Kola Bazaresso, vous êtes facilitateur du GT-OST ODD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est vous qu'on remercie parce que vous nous donnez l'opportunité de passer l'information et surtout la bonne information. Merci. Instant Covid-19 a été une collaboration de Radio Web et Gena, Planète Info et Ecovision Afrique. Ces trois organes en ligne se sont mis ensemble pour vous offrir cette émission de sensibilisation sur la riposte contre le coronavirus. Et la réalisation a été l'œuvre de Rémi Rompati. Moi, je suis Eli-Eric Modeste Kofi Atipo. Rendez-vous mercredi, même heure, sur le www.radio.gena.info pour une autre émission sur Instant Covid-19. Mais d'ici, portez-vous bien et surtout restez câblés avec nous. Et je vous laisse avec cette chanson de Singila et de Kofi Olomide, La femme de Kenya.